Pour près de 90% des Français, faire soi-même fait du bien au moral. Donc essayez vraiment de couper finement. Parfait. D'après les experts du monde scientifique, notre bonheur tiendrait au cœur de nos mains. Ah, j'adore. Dans une société où l'on a l'impression que tout nous échappe, de plus en plus de gens désirent apprendre à faire. Ah, le feu, ça fascine toujours. Faire du feu dans la nature ou construire leur maison pour retrouver une autonomie et donner un nouveau sens à leur vie. La maison autonome, en eau et en électricité, sans aucune facture à payer, mais avec tout le confort moderne, tout le monde en rêve. Sabrina et Fred l'ont faite. Ils ont construit un Earthship, en français, vaisseau de la Terre. Une maison imaginée par un architecte américain dans les années 70, portée par la communauté hippie, qui voulait se reconnecter à la Terre. Les premiers Earthships sont apparus au Nouveau-Mexique. Aujourd'hui, il en existe 1000 répartis dans le monde, dont 7 en France. Le principe de cette maison est d'être à moitié enfouie pour garder la fraîcheur et d'être dotée d'une baie vitrée sur toute la longueur qui apporte la lumière et la chaleur. L'autre principe écolo est d'utiliser des matériaux de récupération. Ici, ce sont des pneus usagés remplis de terre qui servent de mur et de fondation. Donc c'est juste de la terre dans des pneus. Voilà, exactement. 1200 pneus. 1200 pneus. Voilà. Donc il y en a où des pneus tout autour? Tout autour de la maison, ouais, c'est la structure de la maison par elle-même. Ouais. Au lieu d'utiliser des briques ou du parpaing, bah, tu utilises des pneus qui sont mis à plat, remplis de terre, on tasse de terre. Ce qu'il faut savoir, que ça fait 135 kg, donc ça bouge plus du tout une fois que c'est rempli de terre. Et on les met les uns sur les autres comme des briques. Mais là, il n'y a pas de liant entre deux, c'est-à-dire qu'on ne met pas de béton pour maintenir tout l'ensemble. Et comment ça tient? Juste le fait de la terre. Le poids? Voilà, c'est ça. C'est le poids de l'ensemble qui fait que ça se maintient. Et ça isole bien. Ah oui. La terre, à partir de 80 cm d'épaisseur, la température ne bouge plus, quoi. C'est une maison qui est toute en longueur, alors? Oui. C'est une maison qui est tout en longueur, du fait qu'on récupère l'énergie du soleil sur les panneaux photovoltaïques que tu vois ici, mais aussi pour réchauffer l'intérieur de la maison. Donc toute cette grande baie vitrée en façade sert vraiment à récupérer la chaleur pour l'hiver et à faire de la ventilation en été. D'accord. Et les deux panneaux qui sont un petit peu plus épais au milieu, oui, c'est pour fabriquer l'eau chaude sanitaire avec le soleil. Ça vous a coûté combien cette maison ? Ça a coûté les matériaux, vu que c'est de l'autoconstruction en partie, on a eu quelques aides. Matériaux, 150 000 € pour 210 mètres carrés. 210 mètres carrés, et en terrain, vous avez... Et après, tu as 0 facture. C'est ça aussi. En terrain, on a 5 000 mètres carrés. D'accord. Voilà. Ça fait quoi de recevoir de facture d'électricité? Bah ça dégage l'esprit des charges. Pas le petit courrier, tu vois, qui te dit faut payer ça. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque temps, il y a eu une coupure électrique, tu vois, du village à côté, ouais. Et puis tout le monde en parlait. Nous, ça a été, on n'a rien vu. Et quand tu vois l'augmentation en fait du gaz et de l'électricité qu'il y a en ce moment, tu te dis waouh. Et oui. Ça fait enfin ça fait plaisir. Non, ça fait pas plaisir. Non, on est content. Mais on est content de ne pas participer à ça, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. La recherche d'autonomie, c'est vraiment de sortir du système. Ouais. Un système qui nous va plus aujourd'hui. Aujourd'hui, bah voilà, on est notre propre producteur, donc on sait exactement ce qu'on doit faire pour garder le maximum possible notre installation viable, quoi. Mais ça ressort que de nous, quoi. Il y a aussi le soleil, il brille pour tout le monde. Voilà. La pluie, elle tombe pour tout le monde. Gratuitement pour tout le monde. C'est gratuit, en fait, et voilà, on n'aime pas le concept, le fait qu'il y ait des personnes, en fait, qui s'approprient des choses pour gagner beaucoup d'argent, alors que c'est des choses qui sont gratuites pour tout le monde. Donc en fait, c'est ça aussi qui nous dérangeait. Mais si je comprends bien, en fait, ils n'ont pas compris comment il fallait pour nous faire payer l'air qu'on respire. Mais ça va peut-être pas tarder, ça. Peut-être. La maison de Sabrina et Fred est autonome en eau. Quand il pleut, l'eau est stockée dans 3 cuves enterrées à l'arrière de la maison. Elles contiennent 20 000 litres d'eau, ce qui est largement suffisant pour faire la vaisselle et même pour prendre des bains sans se priver.
Pour l'électricité, l'énergie solaire captée par les panneaux est-elle stockée dans des batteries? Des gestes devenus réflexes pour la plupart d'entre nous, comme allumer la lumière, ne sont plus des automatismes pour Sabrina et Fred, car c'est eux qui produisent leur énergie. C'est plus, en fait, j'appuie sur un bouton et je sais pas d'où vient la lumière, tu vois. Là, on sait d'où ça vient. Ouais. Et on respecte ça. Du coup, vous savez l'éteindre. Ah, On c'est sait- ça. Ah, c'est sûr. Ça dépend des périodes. En été, bon, t'as pas Voilà. trop besoin de lumière en été, donc ça va. Mais c'est vrai que on fait attention. À l'intérieur de la maison se trouve une serre qui, en plus d'offrir de quoi se nourrir, permet de réguler la température de la maison et surtout apporte la lumière. Tu vis avec le soleil, tu vis avec la lumière, tu vis avec l'eau. Toi, tu as une autre approche en fait de toutes ces choses en fait qui t'amènent. Du coup, le soleil, ça t'amène la chaleur, ça t'amène la lumière, ça t'amène l'eau chaude, ça t'amène d'autres choses. Donc t'es plus en Il y fait a un en respect. contact avec voilà ce respect de la nature. Et puis quand il pleut, tu dis bah chouette en fait, je vais pouvoir prendre un bain. Alors, on a quand même une grosse réserve d'eau, mais nous comme on est vraiment pas du tout raccordés, eh ben on est heureux quand il pleut quoi. Bah ouais, Tu je vois comprends. Je comprends. Donc la pluie, ça annonce quoi chez vous? Ça annonce le bain? Ça annonce La le bain, lessive. ça annonce la lessive avec le soleil ou la lumière aussi, parce que ça c'est pareil, il faut attendre en fait Ouais. qu'il y ait ce qu'il faut pour pouvoir faire une lessive. Ça annonce le fait que ça va arroser notre potager et ça va nous produire des légumes, ou notre verger et puis on aura des fruits. Le soleil aussi, quoi. C'est tout ça en fait. Hein. Donc, C'est un ensemble. Un ensemble qu'ils ont étudié pour ne manquer ni d'eau ni d'électricité. Pour cela, ils ont réduit le nombre de leurs appareils électriques. tous les mois, on se disait, ben tiens, cet appareil il consomme tant, est-ce qu'on en a vraiment besoin ou est-ce qu'on peut le remplacer par quelque chose de peut-être plus simple aussi? Ok. Donc c'est ce qu'on a fait. Le grille-pain, par exemple, Alors on a tout simplement, on utilise le gaz et puis ça pour griller le pain. Dans leur cuisine, ils n'ont pas de cafetière électrique, mais un modèle en tôle émaillée. C'est ce qu'on trouvait chez nos grands-mères. C'est ça. Très moderne. Et t'as une machine à laver. Eh ben oui, Tu laves pas le linge. à la main, non. Au lavoir, non. Donc ça dépense aussi pas mal d'électricité. Bah, l'hiver, quand il n'y a pas de soleil, j'ai besoin de faire une tournée de linge, je le mets à 20 degrés, voilà, ça marche quand même. À 20 C'est degrés. pas ce qui va m'utiliser trop mes batteries. Alors 60 degrés, ça consomme trop. Ben, 60 degrés, si je veux laver du linge à 60, je regarde s'il fait soleil. Voilà. Donc ça, c'est la salle de bain. Oui, Douche et baignoire. grand luxe. Et en termes d'électricité, qu'est-ce qui consomme ici dans la salle de bain en termes d'énergie? Une ampoule, c'est tout. D'accord. On n'a pas de sèche-cheveux, on n'a pas de lisseur, voilà quoi, nature. Tu peux utiliser, bien sûr, mais quand il y a du soleil. Donc ça, c'est la chambre. Oui. Toute simple. Et on D'accord. a le système depuis canadien aussi. Alors comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Mais quand on a trop chaud, on l'ouvre. C'est un tube qui fait 6 mètres de long, donc la profondeur de la butte que l'on a derrière. Comme ça, il est toujours en fait à une température constante De combien? de 13-14 degrés Ok. qui ressort derrière la maison. Donc l'air que tu sens, en fait, elle arrive à cette température-là, ce qui permet en fait de ventiler la maison, de la refroidir. C'est une climatisation gratuite, quoi, naturelle, sans mécanisme. Et quand il fait trop froid, tu fermes. refermes. Voilà. Pour terminer, Sabrina et Fred ont fait le choix d'installer des toilettes sèches, non pas parce qu'il manque d'eau, mais par conviction. Car une chasse d'eau, dont l'eau est potable, consomme 10 litres d'eau. Sachant que les Français vont aux toilettes en moyenne 5 fois par jour, à deux, ça fait déjà 100 litres d'eau juste pour ce petit coin. Avec 120 grammes de matière fécale, on arrive à faire 12 kilos de merde. C'est-à-dire que quand tu tires ta chasse, tu envoies 10 kilos d'eau, plus tes matières fécales, mais tu dilues tout ça. Et en fait, tu dilues plein de bactéries dans cet ensemble-là, alors que tu n'as que 120 grammes. Donc si tu les mets dans un endroit, tu le compostes correctement, ça te fait de l'humus, et après tu mets ça au jardin, et ça agrémente ton jardin, ça l'améliore tous les jours. Et c'est l'idéal. Donc pour nous, voilà, on est passé à ça. Le jardin de Sabrina et Fred est un jardin à l'anglaise, broussailleux en apparence, mais qui en réalité est leur garde-manger. Il y a même des pieds de quinoa qui sont sortis. Hein. Ah ouais, Là aussi, tu regardes. ouais. C'est intéressant quand même d'en ramasser là. Bah ouais, parce que... Quand tu vois. Ouais, regarde. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Oh,
à l'œil nu, ça ressemble à une friche, sauf que là, il y a plein de choses qui peuvent se manger aussi. D'accord. Qu'est-ce que vous avez là sur cette butte Eh bien, Les tournesols. enfin, qui ont l'apparence de tournesol, ce ne sont pas des tournesols, ce sont des topinambours qui sont au pied. Donc ça, tu peux en mettre partout. C'est vraiment le légume qui peut te sauver. Le légume de survie parce que ça pousse tout seul. C'est le légume d'après-guerre aussi. Hein. D'accord. Topinambour. Ouais. Sabrina et Fred ont planté des fruits, des légumes, mais aussi des plantes médicinales. C'est des calendulas. Et tu peux la manger. Un jardin simple et autosuffisant. Finalement, d'être autonome, vous retrouvez des gestes tout simples. Et c'est agréable d'aller au jardin pour Oui. faire ses courses. Pour trouver sa nourriture, oui, c'est très agréable. Outil indispensable. Un pouce, un index. Pour cueillir. Depuis qu'ils ont construit leur maison, Sabrina et Fred ont fait des économies. En moyenne, c'est 2 000 € par an qu'ils ne dépensent plus ni en eau ni en électricité. Nadine Solé est une amie et une voisine. Elle a vu Sabrina et Fred construire leur Earthship et ça lui fait envie. Elle voudrait bien franchir le cap, mais elle a encore quelques réserves. Bonjour toi. Ça va? Ben oui. Invitée à déjeuner, un repas composé de crudités, Petite courgette du jardin. elle en profite pour poser les questions qui la taraudent encore. Bon appétit. Merci. Comme vous, maintenant, vous avez un petit peu de recul par rapport à tout ça. Est-ce que vraiment vous arrivez l'hiver à rester sans chauffage ou enfin, quand il fait vraiment très froid, comment vous faites pour vous chauffer, tout ça, enfin, parce que si on n'est pas raccordé à quoi que ce soit, il faut investir dans des trucs spécifiques. Enfin, je sais pas. Des petites questions Il n'y a comme rien ça. de spécifique, tu vois, pour le chauffage. Hein, simplement un bon poêle à bois Ouais. qui va te chauffer ta pièce principale et ça va suffire. Hein. Tu te souviens, on a passé Noël ensemble? Ouais. T'as vu comment on était? En débardeur. J'avais même pas de pull moche. Non, c'est vachement beau la topinambour creux. C'est surprenant, hein? Quand même bluffant cette cuisine à chaque fois. J'arrive pas encore à me lancer, mais c'est quand même super bluffant. Alors Nadine, qu'est-ce qui vous tente dans cette aventure alors? L'autonomie. Pourquoi? L'autonomie parce que j'en ai marre. J'en ai marre de me faire ponctionner pour tout. J'allume la lumière, je sais déjà que ça me coûte 3 ce que je vais consommer. L'eau, elle tombe, et Dieu sait qu'elle tombe en ce moment, donc on en a plus qu'assez. Pourtant, on paye. Et enfin voilà, tout ça, et puis être libre, plus rendre de compte à personne. Enfin, un minimum parce qu'il y aura toujours, mais avoir une liberté et puis surtout protéger la nature, quoi. J'ai des enfants, j'ai envie qu'ils profitent encore un petit peu de la planète comme moi je l'ai connue. Enfin, pas comme je l'ai connue, mais en tout cas mieux que ce vers quoi on tend. Voilà. Et puis ce style de maison, quand on est dedans, mais tout est naturel, quoi. Il y a pas de cochonnerie, il y a pas de. Vos yeux se posent là où vos yeux se posent, c'est reposant. Enfin, la lumière est reposante, le bois c'est rassurant, c'est chaud, c'est. Je sais pas, j'ai pas vraiment les mots, mais c'est magique. Moi, je dirais que c'est vraiment une maison magique. Tout le monde devrait pouvoir s'offrir ça. Aristote dit dans la politique que celui qui est à l'écart de la cité, qui est autonome, il est soit bête, soit Dieu. Et je pense qu'il faut privilégier l'option Dieu, mais qu'il y a cette ambition pour l'humanité que chaque individu, quelque part, maîtrise autant que possible lui-même et le monde qui l'entoure ou son environnement, et plus déterminer ses propres valeurs, et plus décider de sa conception de la vie bonne, et l'exercer. Les individus ils se disent qu'est-ce que je pourrais faire et face à l'effacement un peu du politique, face à ces grands enjeux, ils essaient de penser par eux-mêmes. Alors c'est là qu'on retrouve l'idée d'autonomie. Hein. Est-ce que je peux choisir par moi-même? Est-ce que je peux faire par moi-même? Et donc il y a toute cette idéologie de l'autonomie. Qu'est-ce que c'est qu'être autonome? C'est avant tout choisir ses dépendances. Et c'est faire un choix qui n'est pas celui de s'exclure de la société, mais de choisir avec qui on va vivre, où on va vivre, comment on va vivre. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, au milieu de 2 hectares de forêt, se trouve un lieu unique. Le lieu de vie d'Olivier, Livia et leurs 3 enfants. Lisa, 3 ans, Inti, 7 ans et Léa, 9 ans. Dans ce lieu composé d'une cabane, entouré d'un jardin, d'un atelier, d'un poulailler et de serres, ils vivent tous les 5 en autonomie.
Ils se sont rencontrés en Amérique latine, où ils ont vécu pendant 7 ans au contact d'habitants, où ils ont appris les fondements de la permaculture. Oh non! Un mot valise que l'on réduit trop souvent à de simples techniques agricoles, mais qui en réalité est une philosophie de vie globale qui consiste à vivre en accord avec ses valeurs écologiques. C'est en Amérique latine qu'on a découvert cette envie de créer, mais de créer pas seulement, enfin de créer à tous les niveaux, de créer un lieu de vie agréable, mais pouvoir élever des enfants. Avec leur naissance, ça nous a poussé au cul à se poser les questions en fait. Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre comme valeur? Qu'est-ce qu'on leur prépare comme futur? Dans quel environnement veut-on qu'ils grandissent? C'était vraiment aussi les bases, les piliers pour construire notre vie après. Pour construire leur vie de la façon la plus autonome possible, ils ont commencé par construire de quoi se mettre à l'abri, leur cabane en bois qu'ils ont placée au centre de leur système. La cabane est au centre du système, du verger, du potager, parce qu'on n'a pas envie de faire 3 km pour aller chercher nos salades. C'est du bon sens. Donc c'est du bon sens. Pour poursuivre dans le bon sens, ils ont orienté leur cabane face au soleil, car ils l'ont dotée de 2 panneaux solaires, ce qui leur permet d'être autonomes en énergie. À l'arrière, 2 cuves de 1000 litres récupèrent l'eau de pluie, ce qui permet à la famille d'être également autonome en eau. C'est tout simple, il y a l'eau qui est récupérée par les gouttières, il y a l'eau qui descend, hop, dans la cuve, et quand il y a des surplus, ça peut aller dans les bidons à côté. Chaque structure, on fait en sorte de pouvoir mettre un récupérateur d'eau de pluie. C'est pour ça aussi, de ce côté-là, il y a les bidons bleus. Donc on a une capacité totale pour la globalité du système maraîcher et vivrier et humain, familial, de 12 000 litres d'eau. Avec leur système, Olivier et Livia ne manquent jamais d'eau, ni pour l'hygiène, ni pour la vaisselle, car ils sont équipés d'un système de pompage qui délivre juste le nécessaire. On a quasiment l'eau courante. C'est presque une danse. Ouais. On danse. Pour la rendre potable, Livia filtre son eau, mais il faut du temps. 4 heures sont nécessaires pour filtrer 8 litres d'eau. Hop. Je remplis le filtre qui a des cartouches qui filtrent. Donc là, c'est la fin de matinée et en fin d'après-midi, les 8 litres seront filtrés. Si on voudrait plus, on pourrait filtrer plus. D'accord. Mais ça demande de l'anticipation. Parce que si un jour j'oublie d'en mettre dedans, il faut attendre. Tous les jours, il faut répondre à des impératifs vitaux, se nourrir. Olivier, l'expert du pain, prépare son levain. Donc, comme tous les mercredis, je joue avec la vie et on va relancer la vie de ce levain en jouant avec les facteurs température, humidité. Une fermentation lente qui permet au pain de développer tous ses arômes. On joue avec les bactéries et on les démultiplie. Le pain, c'est notre nourriture, c'est notre c'est notre monnaie d'échange. On s'en sert pour troquer contre des services aussi. Je vais prendre de la farine. Mais le but premier, c'est vraiment d'obtenir une autonomie pour le foyer. Pour le foyer. Ouais. Là, on a fini pour la première partie du levain. Et on va faire ça 3 fois dans la journée. Donc je le mets ici, température idéale. Et les déchets des uns sont les richesses des autres. Donc ça, c'est la richesse des poules. C'est quelque chose qui est immangeable pour nous, mais alors pour les poules, c'est un régal. Donc on va avoir de bons œufs parce qu'elles vont être bien motivées avec ça. La vie en autonomie demande de l'anticipation, de la patience, mais aussi de s'occuper du vivant qui, lui, n'attend pas. Donc là la cuve, elle est remplie à moitié. Là. Tous les jours, il faut nourrir les poules pour qu'elles donnent de beaux œufs et arroser les cultures pour récolter de beaux légumes. Donc c'est parti. Ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Moi je vais arroser les semis. Là encore,
Olivier et Livia ont mis en place un système ingénieux pour être économique en eau et écologique. Et ici, ça fait 2 ans qu'on a des oyas. Qu'est-ce que c'est? Des oyas, c'est des pots en terre cuite. Là, ça contient 10 litres. Que vous avez complètement enterré. Qu'on a complètement enterré, que tu remplis avec de l'eau et avec... ça se diffuse quand il y a besoin dans la terre, comme un système de goutte à goutte. Tu vois, ça passe à travers les pores de la terre du pot en terre. Ouais, c'est ça. C'est de la terre poreuse. Et du coup, ça vous permet d'irriguer en fait vos serres. Oui, ça nous permet surtout de ne pas, de réduire notre dépense d'eau de 30%, parce qu'il n'y a pas l'évaporation. Ça va directement dans la terre et ça donne juste ce qui a besoin d'être donné aussi. Parce que si la terre est déjà bien trempée, l'eau va rester dans le pot. C'est un super système. Oui, c'est un super système et ça nous permet aussi, parce que ça c'est très chouette aussi, de pouvoir partir quelques jours sereinement, sans devoir appeler les voisins, est-ce que vous pouvez passer pour arroser et tout. L'été dernier, c'était vraiment chouette de pouvoir partir sans t'inquiéter si les concombres ont assez d'eau en fait. Un œillas de 10 litres irrigue la terre sur un carré d'1,5 mètre. Je prends du fenouil aussi. Ouais. Je le coupe ou je l'arrache? Non, tu coupes. Les salades d'Olivier et Livia n'ont rien à voir avec les laitues ou les batavia que l'on trouve dans les supermarchés. Tu veux montrer le fenouil, Lisa? Voilà, pas trop non plus. Ici, ils récoltent du fenouil, des feuilles de moutarde et du wasabino. Et celle-là? Ouais. T'as vu comment elles sont belles? On peut prendre la grosse ou tu veux prendre les petites? Parce que celle-là, elle est bien. Hein. Moi, je préfère les petites dans la salade, tu vois. Moi, si elle est encore toute fraîche. Belle, hein, ouais, fraîche. tu peux la prendre. Ouais. Et en plus, ça va libérer la petite derrière. Il y a des salades qui poussent en dessous. Voilà, mais ça s'appelle la géométrie sacrée. C'est magnifique. C'est du wasabino, ça s'appelle. C'est la moutarde wasabina. C'est un goût de moutarde, mais qui se rapproche vraiment du goût du wasabi. Ça, c'est de la roquette. D'accord. Et on peut manger les fleurs, les feuilles. Les petites feuilles, plus c'est jeune, plus c'est tendre et mieux c'est. Moi, j'aime bien les fleurs aussi. Voilà. Les fleurs de roquette, on n'a jamais vu ça. C'est très rare de trouver des fleurs de roquette. C'est-à-dire, si tu es en maraîchage, tu n'as pas la place, parce que normalement, la roquette, ça fait des feuilles hautes comme ça. Donc ça te fait des touffes comme ça. Mais si tu laisses grainer, si tu laisses monter à fleurs, ça te prend énormément de place. Donc si tu es en maraîchage, tu coupes, tu remplaces par une nouvelle culture que nous, on se prend la place, on va dire, et le temps de laisser grainer, parce que aussi, si je laisse grainer comme ça, après la fleur, il y aura les graines qui vont se former, ça va se ressemer, je peux récolter les graines et je suis autonome pour ma prochaine séance de semis. Viens avec moi, toi. Allez, viens, go. Olivier et Livia sont écolos, mais ce n'est pas pour autant qu'ils laissent pousser toutes les fleurs dans leur jardin. Là, il faut que je fasse une mini pause, parce qu'on a de la rhubarbe qui part en fleurs. Un légume qui part en fleurs utilise toute l'énergie du légume, donc du coup, c'est la mort du légume qui s'ensuit. Et là, il va péricliter pour donner, en fait, il donne tout à sa progéniture. D'accord, c'est normal. C'est normal, c'est comme nous. C'est ça. Bon, on ne meurt pas après. Hein. Donc là, on voit bien, cette tige-là, elle est creuse. Parce que c'est pas une tige de consommation. C'est une tige qui va alimenter les graines. Ah, d'accord. Et donc, s'il n'y avait pas eu de fleurs, elle aurait été pleine. Pleine. Ah, mais c'est génial. En fait. Ah là 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 là, les secrets de la nature. Ouais, c'est magnifique. C'est un peu de salade. Se nourrir en produisant soi-même ses propres légumes impose de manger des légumes de saison. Viens, allez, viens. À la sortie de l'hiver et au début du printemps, il n'y a pas de tomates dans les champs, mais il y a des feuilles, des jeunes pousses tendres comme la Clayton de Cuba, une salade souvent confondue avec le pourpier et des feuilles de chou. C'est le moment où la nature donne de quoi détoxifier l'organisme.
Alors aujourd'hui au menu, galettes avec des fleurs de brocoli. Peut-être tu baisses un peu maintenant. Ouais. Pendant que les filles cuisinent, Olivier, lui, fait des galettes avec l'indispensable bilic. Faire soi-même plutôt que de passer du temps à gagner de l'argent pour acheter des produits tout faits et se réapproprier son alimentation, c'est toute la philosophie de l'autonomie. C'est beau, hein. Là, tu vois, là. Ouais, c'est chouette. Et c'est méditatif. Et c'est un moment où je suis seul dans l'atelier et t'entends le crépitement de la galette, de la pâte qui chauffe. Et puis c'est le début de la journée, les oiseaux chantent, c'est chouette. Hop. Et le fait de préparer soi-même l'aliment qui va servir à nourrir ta famille, bah on atteint quand même quelque chose de gratifiant. Et les enfants, ils sont contents. Ah, ils adorent. Ils adorent, là. Là, ils sont contents d'en manger ce midi. L'autonomie, c'est pas un gros mot, c'est juste la manière dont fonctionnaient nos parents, enfin nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, par nécessité, pas par choix. Et alors pourquoi vous avez fait ce choix? Si on écoute les scientifiques et toutes les personnes qui travaillent sur l'état de la société actuelle, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de changer. Mais hélas, les politiques sont lentes et les États sont des gros systèmes avec une énorme inertie. Donc nous, par choix, en tant que citoyens, on a décidé de prendre nos responsabilités et d'assumer nos choix de vie. Donc c'est revoir sa consommation, réduire sa consommation globale pour acquérir une sobriété énergétique. Donc du coup, pour être résilient et autonome, il faut pouvoir avoir la capacité à gérer nos ressources et donc du coup notre destin. Si Olivier et Livia ont choisi d'être autonomes, c'est pour vivre libre. Et cette liberté passe par redevenir maître de leur temps. Dans un monde qui va toujours plus vite, où l'on court après l'argent, pour payer des gens qui vont garder nos enfants, eux ont décidé d'arrêter de courir pour les voir grandir. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a choisi ce mode de vie-là, parce qu'on vit avec nos enfants. C'est un choix de vie, hein. Mis à part les choix énergétiques, écologiques, le choix humain de voir grandir nos enfants, c'est la base. Tous nos choix, à l'heure actuelle, nos décisions sont prises par rapport à l'éducation de nos enfants et à comment faire pour pouvoir les voir vivre. Grandir, je veux dire. Et vivre. Ça vous donne envie, hein? Avec les odeurs en plus, ça réveille la faim. Un peu de beurre, dessus-dessous, et c'est parti. Je sais pas, là? Ça. Viens là. Se nourrir, c'est en partie de ce que tu as dans ton jardin, mais si on devait si on voulait être autonome à 100%, il faudrait arrêter de boire du café, de manger du chocolat, oui. De manger du riz qui vient d'Asie et manger uniquement du riz de Camargue. Et là, ça serait sérieux au niveau de l'autonomie. Mais on n'impose pas à nos enfants de ne pas manger du chocolat. Vous n'êtes pas intégré. Voilà, ça c'est la clé. La clé de l'autonomie, c'est, dans tout en fait, c'est un équilibre. Non mais Lisa.
En tout cas, ça fait des belles assiettes. Ah oui. Ah bah ça oui. Ça oui. Et souvent on dit, dans un resto, on ne pourrait pas manger mieux ou de cette qualité-là, en fait, d'une salade. C'est impossible. Il n'y a que dans un système d'autogestion en partie autonome ou à la recherche d'autonomie que l'on peut augmenter la qualité de vie de manière drastique. Olivier et Livia gèrent leur vie comme ils s'occupent de leur jardin, avec la conscience de demain. Ils y ont semé de quoi se nourrir aujourd'hui, mais ils ont aussi planté des centaines d'arbres fruitiers qui donneront des fruits pour les générations futures. Car dans la philosophie de la permaculture, il y a la culture de la permanence. Nous sommes des paysans. Un paysan, il plantait un arbre, mais il plantait pas un arbre pour manger ses fruits. Ou si, peut-être, mais c'était plus pour ses enfants. Et quand il plantait un arbre pour construire une maison, c'était pour ses petits-enfants. Donc nous, on pense à long terme. Nous, ce qu'on a fait, et le lieu de vie dans lequel on vit, il est pensé pour que nos enfants puissent en retirer les fruits. Et nos petits-enfants peut-être. 2 générations en arrière, dans le milieu paysan, on savait faire des médicaments, on savait se nourrir des plantes qui nous entouraient, on savait faire plein de choses. On faisait des produits pour se laver, enfin, on était des petits chimistes, voilà, on savait faire du vin, on savait vraiment beaucoup de choses. Et ça dans chaque ferme, hein, donc chez des gens peu instruits qui savaient faire beaucoup de choses de leurs mains, qui savaient utiliser leur cerveau, observer la nature, élever des animaux, ce qui n'est pas si simple que ça. Et on a été exproprié toutes ces connaissances. Dans leur système, Olivier et Livia ne vont pas au supermarché. Ils ne vont pas beaucoup non plus à la pharmacie. Car là encore, ils anticipent et préfèrent prévenir plutôt que guérir. Au cours de leur voyage et au gré de leurs rencontres, Livia a appris à connaître les plantes médicinales. Le printemps, c'est l'époque des bourgeons et des jeunes pousses. C'est le moment idéal pour cueillir les nouvelles feuilles de ronces. Les jeunes pousses se ramassent pour tout problème de branches, pour tout problème des voies respiratoires. On peut sécher les jeunes pousses et boire en tisane. Ici, on a donc le séchoir solaire. Tout ce savoir ancestral et fondamental ne s'apprend malheureusement plus à l'école. Et on ferme la boutique et on laisse faire le soleil. Pour être cohérents avec leurs idées, Olivier et Livia ont choisi d'instruire eux-mêmes leurs enfants. Alors tous les jours, Livia prend un moment pour faire l'école à la maison. Chouette. Ok. Peut-être tu pourrais écrire une phrase pour mieux expliquer pourquoi c'est chouette. On avait envie tous les deux de vraiment pouvoir assumer notre responsabilité d'être parents aussi, à un certain point. Et du coup, pouvoir les instruire aussi et faire cette expérience-là. Éduquer, instruire et... Ouais. Et du coup, on a commencé comme ça, et puis on a pris le rythme, et ça nous convient bien à tous les 5. Bon, Lisa, elle est encore petite, mais on va dire tous les 4. Et c'est une sacrée expérience aussi, parce que du coup, c'est comme la gestion d'une petite communauté. Olivier et Livia ont choisi de vivre autrement. Ils se sont construit un monde dans lequel l'argent ne dirige plus leur vie, donc leur emploi du temps. Et ils sont devenus multitâches. Au cours d'une même journée, ils sont instituteurs, maraîchers, paysans herboristes, crêpiers, formateurs en permaculture et même boulangers. Là, le travail de façonnage, ça redonne de la force au pain avant de lever une dernière fois pendant le temps de préparation de chauffe du four. Le feu hypnotise, vraiment. Et les enfants adorent. T'as vu les flammes? Qu'est-ce que je vais mettre dans le four? Du quoi?
Tu veux quoi? C'est parti. Du coup, tu sors combien de pains? Et là, il y en a 16. 16 pains? On a 16 pains dedans, en serrant bien. Et tu fais une fournée par semaine? Une fournée par semaine, ouais. C'est plus vraiment une activité militante qui certes permet de gagner de l'argent de poche, mais qui surtout permet aux gens de bien manger. Et on a des amis qui sont intolérants au gluten et qui ne peuvent pas manger d'autres pains que d'une autre. Que d'une autre. Tu sais déjà à qui tu vas les donner ou les vendre? Pas tout le temps. D'accord. Certaines fois oui, mais d'autres fois, là par exemple aujourd'hui, j'en ai fait plus et donc du coup je vais en offrir à des potes. D'accord. Et puis je sais que c'est toujours des coups de main, donc du coup c'est de l'échange, c'est bien. Prendre soin de la terre, préserver l'eau que nous buvons et l'air que nous respirons, prendre soin de l'humain, penser aux générations futures et enfin créer de l'abondance et la redistribuer sont les grands principes de vie qu'Olivier et Livia ont mis en pratique dans leur quotidien. Hop. Et il est bien. Oh là là. Il est bien croustillant. Il a un bon bruit. Ça résonne, donc c'est parfait. On a planté 120 arbres fruitiers comestibles. Ça va être une oasis ici. Et on peut tous créer des oasis partout. Et si on laissait faire ces gens qui ne sont pas dans la norme, si on les laissait faire et si on les aidait encore en plus, ben on pourrait faire des choses incroyables. Ils dépensent aujourd'hui 6 500 € par an pour vivre à 5 et sont la preuve qu'il en faut peu pour être heureux. Ah bah, Pumba. Pour être heureux. Très peu pour être heureux. C'est la première chanson qu'on a enseignée aux enfants. Quand on parle à nos enfants, d'ailleurs, on a ce rapport au temps, parce que les enfants, ils ne travaillent pas. Et quand on leur dit, fais un cadeau à grand-mère, on leur dit, il vaut mieux que tu fasses un dessin que de lui acheter quelque chose. Parce que le dessin, ça va prendre du temps, et c'est le temps que tu vas passer sur le dessin qui va faire plaisir à ta grand-mère. Donc on a ce rapport au temps, on l'enseigne comme ça. Et après, on est prisonnier de la société. On ne peut plus faire comme ça. Et donc l'idée de sortir de ce flux-là, c'est de retrouver une forme de liberté. Et cette liberté, c'est se rapproprier son temps, en fait. Ce qu'il y a de plus précieux dans notre société. En fait, la question principale pour moi, qui transparaît en tout cas, et que moi aussi j'ai vu dans mes voyages à travers le pays, c'est le sentiment de ne pas se gouverner soi-même, le sentiment que son destin est décidé ailleurs. Et en fait, que ça soit la réglementation hyper intrusive venue de l'État, de la préfecture, de la mairie, du département, etc., qui fait que pour construire la moindre cabane, il faut 15 autorisations. La multiplication des normes qui font que maintenant, dès qu'on veut même on sort du train, par exemple, on vous dit de faire attention à la marche, on vous dit de faire attention à tout, il y a des trucs marqués partout, des nudges partout. Enfin, c'est dire jusqu'où on va, du point de vue des entreprises comme de l'administration, dans le super nudge, la super infantilisation. Et moi, j'ai le sentiment qu'il y a un rejet vraiment très profond de ça dans la société, que du coup, les gens partent maintenant sur des chemins de traverse extrêmement radicaux, se constituent des zones de quasiment semi-anarchie, où on vit sa vie dans les interstices du système, en essayant de se débrouiller pour vivre caché, caché de l'administration, caché des réseaux, etc. Je vois beaucoup ça dans les profondeurs, si je puis dire, du territoire. Et qu'il y a quelque chose là-dedans de très positif. Parce que ça veut dire que ça instille une réaction qui est une réaction saine. Parce que sinon, on va finir effectivement en despotisme démocratique, comme disait Tocqueville, qui avait quand même bien anticipé ça il y a 2 siècles, en disant que les gens laissaient à l'État le soin de définir leur propre bonheur. Aujourd'hui, pour avoir le sentiment d'être libre, de plus en plus de gens souhaitent apprendre le b.a.-ba, survivre. Ah merde, c'est trop haut. Denis Trébaudot encadre des stages de survie. Avec ses stagiaires, il cherche des contenants pour récolter de l'eau, car si l'homme peut tenir plusieurs jours sans manger, il ne peut pas tenir plus de 3 jours sans boire. Là, il y a une haie, donc c'est souvent
là où on trouve le plus de résidus, on va dire, de la civilisation. Donc on cherche, on fouille les à côté, etc. et on va tomber sur ce qu'il faut. Donc chercher, je suis persuadé qu'il y en a. Faut chercher, faut chercher. Tiens, tiens. Je crois que c'est la première fois que je suis contente de trouver un déchet. Bonne pioche. Allez, zou. Donc là, on mettra... Bah, y a 1,5 litre de contenant, donc c'est bien, on peut cumuler de l'eau et puis on va essayer de la faire bouillir là-dedans. Parce que pour la rendre potable, il faudra la faire bouillir. Maintenant, il va falloir vraiment trouver un endroit pour glaner de l'eau. Et on a de la chance, on est en Normandie. Là, regarde, c'est beau, non? Alors on essaye de ne pas marcher dans les flaques d'eau. S'il y a une petite réserve d'eau, on va essayer de glaner de l'eau là, ici. Cette eau-là? Ouais, il n'y a pas d'occasion qui se représente. Donc il faut tout de suite prendre ce qu'il y a à prendre si on sait que ça va être utile. Des fois, ça sert à rien, on trouve mieux plus tard. Mais c'est pas grave, ce qui est pris n'est plus à prendre. C'est l'opportunisme, c'est un gros mot dans notre société, l'opportunisme. Mais en survie, ça peut nous sauver la vie. Donc elle va pas être buvable comme ça, vous voyez, la terre qui s'est mélangée à l'eau de pluie. Mais on va pouvoir la rendre potable et acceptable. Bon, elle est pas mal en plus la bouteille, hein. Alors en France, moi je considère qu'il n'y a aucune eau potable. Voilà. Toutes les eaux des rivières, toutes les sources qu'on peut croiser quand on est en situation de survie, pour moi, on la considère pas potable. Parce que si jamais on boit une eau qui n'est pas potable, ben, on aggrave vraiment son cas. Donc pour être sûr de pouvoir la boire, ben, on la travaille, on la filtre et on la fait bouillir. Comme ça, il n'y a pas photo. Et pour la faire bouillir, il faut avoir le feu. C'est toujours le même problème. Ouais, toujours. Ouais, nous on veut pas les... Là, on vient de trouver de l'écorce de bouleau. C'est un bouleau en plus qui est tombé cette nuit, je pense, parce qu'il est encore vert. Donc c'est important pour faire démarrer le feu et ça va vraiment nous aider s'il y a beaucoup d'humidité. Et comme il y a beaucoup d'humidité, ça tombe très bien. Ça rappelle quand même cette innocence de jouer dans les bois, faire des cabanes, ça rappelle vraiment plein de choses. Et puis ça fait du bien. J'adore ça, moi, être dans la nature. Et puis bon, c'est vrai que c'est pas des choses qu'on peut faire tous les jours. Moi, dans ma vie, je coupe pas du boulot tous les jours, quoi. C'est plutôt au boulot, quoi, que je suis. Donc c'est bien de déconnecter un peu du téléphone déjà et de se reconnecter un peu à des choses plus essentielles finalement. Allons-y. Avant d'organiser des stages de survie, Denis Tribaudot a eu plusieurs vies. Il a été menuisier. Le bois, il connaît. Ah, là, c'est intéressant, je pense. Et pour faire du feu avec 2 morceaux de bois, il faut bien choisir les 2 essences de bois à frotter l'une contre l'autre, car toutes ne brûlent pas de la même façon. Ouais, c'est bien ça. Oui, c'est le lierre. Alors, le lierre est très intéressant pour faire le feu, parce que quand on frotte un morceau de bois sur du lierre, on arrive assez facilement à faire de la braise. Le seul souci, c'est qu'il faut trouver du lierre mort. Celui-là, il est vivant. Donc il faut trouver la même chose, mais mort. Ah, ça c'est bien, c'est mieux là, quand il est noir comme ça. Après, il est peut-être un peu trop pourri. Non, parfait. Donc là, on va faire une planchette de ça. Puis après, à côté, je ne sais pas comment c'est arrivé là, franchement. Mais ça, c'est du sureau. C'est génial pour démarrer le feu. On fait des copeaux. Et puis, avec ça, on ne peut pas le rater. On fait des espèces de palmiers comme ça, là. Des copeaux, là, bien secs. Et à la naissance de la flamme, c'est top. Donc là, si on ne réussit pas le feu, si vous réussissez pas le feu, vous êtes vraiment des incapables. Alors, il faut le lierre. Presque bon. Faire du feu sans briquet et sans allumettes ne s'improvise pas. Bon, parfait ça. Cela nécessite plusieurs étapes. Là, je fais en sorte de faire des accroches pour la ficelle. Fabriquer ses outils, ici un archer, et acquérir les bons gestes. Donc pour faire du feu avec 2 morceaux de bois, il faut 2 morceaux de bois. On a trouvé les essences parfaites, c'est-à-dire le lierre et le noisetier. Coupe bien ton couteau, dis donc. Voilà. Donc l'idée, c'est de mettre sa planchette comme ça. On fait un avant-trou. Après, je prends la drille, je fais un tour sur l'archer. Là, elle est bien tendue, c'est bien. Je le mets dans l'avant-trou que j'ai fait. Ma petite pierre qui va bien. Et là, j'ai plus qu'à tourner. Chacun à leur tour, ils vont tenter de faire des va-et-vient avec l'archer pour obtenir de la fumée. La feuille qui tombe, bien mouillée.
Et chose que j'ai pas dit, c'est que c'est à plusieurs que vous allez réussir. Là, prends ton arche au bout, là. En théorie, cela paraît simple. N'allez pas trop vite au début, faites des grands gestes, tranquille. Mais en pratique, c'est bien plus technique. La drille bien verticale, elle ne doit pas bouger. Cela demande de la dextérité sur un temps suffisamment long pour former une petite braise. Alors quand tu appuies trop, ben, ça bloque. Quand tu n'appuies pas assez, tu frottes pas assez. Donc c'est un bon équilibre entre les deux. Les longs. Ouais, ça fume. C'est le premier stade du feu, ça. Quand on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est faux. Hein. Chez nous, si on n'a pas de briquet, si on n'a pas de moyen de faire du feu vraiment, et qu'on est dans la galère, qu'on est en situation de survie, pour moi, le plus évident, et ce qui marche à chaque fois, même sous l'eau, c'est de faire du feu comme ça. Avec un minimum de technique, on y arrive. Échec. Ah, tu vas comme un bourrin, là. Faut juste acquérir un minimum de technique. Allez. Ah, 10 secondes à fond, là, sans se désunir. Allez, on lâche rien. Attends, on l'a sûrement. Voilà, tu la décroches, là. Doucement. Ouais. Alors, il faut prendre le couteau et le mettre vraiment au centre. Et alors, pas des petits coups comme ça, c'est vraiment pac. Je vais mettre d'un coup. Ouais. Ah, attends. Voilà, et tu refermes gentiment sans l'écraser. Hop. Non, j'ai pas écrit, c'est pas la braise. Hein, Allez, il faut souffler maintenant. Il y a fumé? Ah là, non. Tu vois rien du tout. Non. Ah, c'est assez... Allez, on la refait. Bah ouais, c'est raté, ça marche pas à tous les coups. Mais c'est pour montrer aussi que c'est pas parce qu'on a la braise qu'on a le feu. C'est pas parce qu'on a de la fumée qu'on a de la braise, c'est pas parce qu'on a de la braise qu'on a la flamme. Et c'est pas parce qu'on a la flamme qu'on a le feu. Voilà. Allez. Donc rien n'est jamais acquis. Allez, vas-y, ça va marcher là. Allez, Steph. Allez, celui-là, là. Ça y est, ça sent. Allez. C'est agaçant, parce qu'on y est presque, on est à ça. Et là, voilà, chacun essaye. C'est complètement collectif et surtout, je trouve que c'est encore plus grand justement de le faire à plusieurs. C'est une fierté au moins commune. On l'a pas encore la fierté, mais on l'aura, on espère. On s'improvise pas comme ça, mettre du feu, bien sûr. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il faut explorer ces manières d'être autonome, c'est découvrir que voilà, il faut avoir une intelligence du geste, il faut avoir des connaissances, il faut se réapproprier un certain nombre de connaissances qui sont parfois dispersées et qui demandent à être utilisées tous les jours pour pouvoir être à même de nous rendre autonomes. Vouloir devenir autonome, c'est une manière aussi de s'explorer et d'explorer son environnement. Donc on retrouve beaucoup d'autodidactes qui se plaisent dans cette position. Ils se disent après tout, je peux le faire par moi-même, je peux me donner les moyens de le faire par moi-même. Et donc c'est très gratifiant, je dirais, d'être autonome. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une position de défaut, c'est-à-dire de savoir que en cas de problème ou d'urgence, on peut faire soi-même. Parce que ça donne une forme de... comme dirait Nassim Taleb, d'antifragilité. C'est-à-dire, on sait qu'en cas de tension dans le système ou dans l'équilibre général de nos sociétés, on sait comment les choses se font. Maintenant, bien malin celui qui va savoir faire un ordinateur tout seul ou faire l'intégralité d'une existence. Enfin, personne n'a jamais réussi, même dans les temps où on devait se débrouiller, les tâches étaient quand même réparties. Enfin, la division du travail a un sens. Donc faire soi-même, moi je partage complètement ce sentiment, parce que c'est une manière de s'approprier le matériau. Là, ta main, ça va? Ouais. Ah, c'est pas mal. On n'a pas un peu de... Si, il y en a. Voilà, tu refermes sans écraser et tu souffles gentiment, doucement. Non, pas comme ça, comme ça. Et même à la limite, le vent, tu pourrais le laisser faire, tu vois. Ah, ça commence à crépiter. Ça crépite, là, hein. Et tu devrais l'avoir là. N'hésite pas à serrer. Il faut 3 facteurs pour que le feu prenne. Il faut le matériau, le mettre en contact de la chaleur et après y mettre de l'oxygène. S'il souffle trop, ça va pas le faire. S'il souffle pas assez, ça va pas le faire. Si c'est pas assez serré, ça va pas le faire. Si c'est trop serré, ça va pas le faire. Donc là, il faut un combo des 3. Et puis, à force, la flamme va finir par jaillir. Ça s'appelle l'expérience, les gars, ça. Oh. Oh. Allez, pose-le. Bien serré. Allez, il faut souffler encore. Ici, là, je pense. Ouais. Voilà,
c'est bon, c'est bon. Attention, c'est bon, c'est bon, tant qu'il y a la flamme, tu la laisses faire. Voilà, super. Ah, ça fait plaisir. Yes. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, sport d'équipe. Gros travail d'équipe. Ouais, tout de suite, ça fait du bien. Et je suis content pour eux, mais parce que je me rappelle de l'effet que ça fait la première fois qu'on arrive à faire du feu avec 2 morceaux de bois, quoi. Et ouh, ça m'a brûlé. Mais quelle douce sensation. Oui, brûlons-nous. Première fois de la journée que j'ai chaud aux mains. Quand on a eu le feu, on a eu la lumière, on a eu la chaleur, on a fait cuire nos aliments, on a pu faire fuir les bêtes, les ours et compagnie, les tigres à dents de sabre et tout. On a pu se signaler les uns aux autres. On voit de très loin quand on a du feu. Enfin, en réalité, c'est